Salut tout le monde, salut Médoc, bienvenue dans Classé 18+. Un Classé 18+, un peu particulier parce que là on rentre là dans le cœur de l'année, quoi. Là au moment précis où tu as un maximum de jeux qui sort et tu as énormément de titres 18+. Cette année, donc c'est le mois de novembre, et cette année c'est un peu bizarre. Donc évidemment, puisqu'il y a une nouvelle console là, qui arrive en fin novembre, à la fin du mois. Et donc du coup, on a des titres qui vont sortir dans un premier temps sur les consoles de la génération actuelle, et dans un second temps sur les consoles comme la Xbox One et la PS4. Et donc du coup, c'est complexe. Genre, on a parfois des attentes qui sont un peu différentes, puisqu'on a été nourri d'images issues de versions PS4, Xbox One, ou des superbes versions PC. Et puis derrière, on est forcément parfois un petit peu déçu par les versions actuelles, puisque clairement, on était habitué à ces images, à ces trailers. Les trailers, évidemment, ils vont pas les faire à partir d'images PS3, mais plutôt d'images PS4, hein, pour résumer. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Et on va attaquer direct dans le vif du sujet avec le sommaire. Et on commence ce Classé 18+, avec la critique de Battlefield 4. On enchaîne avec un 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et on termine avec la critique d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Mais tout de suite, les news. On commence ces news 18+, avec une mauvaise nouvelle pour tous les joueurs qui comptent acquérir une PS4 au détriment d'une Xbox One. Titanfall, dont nous avions annoncé dans le dernier Classé 18+, la sortie le 13 mars prochain sur PC et les consoles Microsoft, a été confirmé par Electronic Arts comme étant une exclue Xbox. Une vraie exclue, pas une exclue temporaire. Le premier jeu de Respawn Entertainment ne sortira donc jamais sur PS4 ou sur PS3, ce qui est bien triste vu l'enthousiasme suscité par ce titre lors du dernier E3. En revanche, sa suite, elle, pourrait être multiplateforme, d'Ixit les développeurs, qui a priori ont été tout aussi surpris par cette exclue totale que les futurs joueurs PS4. Après la sortie du DLC Enter the Dominatrix le 23 octobre dernier et celle du pack Super Sense le 30 octobre, Saints Row 4 s'offre un pack Pirates Booty. Téléchargeable autour de 3 €, ce dernier donne accès à de nouveaux costumes ainsi qu'à des armes et des véhicules inédits. Le tout dans la thématique pirate. On peut y voir là un petit clin d'œil au dernier Assassin's Creed, la licence Saints Row étant plutôt portée sur la parodie. C'est le moins que l'on puisse dire. Before I send you out there, I thought we'd run down what's so new and improved about you. Yaiba Ninja Gaiden Z, auquel nous avions pu jouer à l'E3, possède désormais une date de sortie européenne. Le jeu de la Team Ninja, épaulé du studio Concept, fondé par Inafune Keiji, sortira le 27 février prochain sur PS3, 360 et PC via Steam. Il mettra en scène Yaiba, un ninja cyborg, doté d'un bras cyborg aussi, et d'un œil cyborg. Un œil cyborg qui lui permet de voir les silhouettes ennemies à travers les murs, ce qui est toujours pratique. Sauvé grâce à la cybernétique, après avoir été coupé en deux, ce qui rentre dans la catégorie accident du travail pour un ninja, Yaiba est envoyé sur le terrain pour éradiquer une invasion zombie. Il sera aidé pour cela d'une certaine Miss Monday, avec laquelle il entretient une relation à distance assez particulière. Ce beat'em all sera gore, très gore, cartoon aussi, et ne lésine pas sur les vannes de gros bourrins, Yaiba n'étant visiblement pas un gentleman ninja cyborg. Yaiba pourrait également avoir un agenda secret, puisque le responsable de sa mort n'est autre que Hayabusa Ryu, le héros de la série Ninja Gaiden originelle. Oh, you mean the guy who kicked your ass, humiliated you, and then killed you? That guy? If you think I fit you with all this tech just so you could get another sword through your guts, then you are dumber than a sack of... Yap. Do you ever shut the fuck up? Just set me loose and let me kill something. Have fun, Yaiba. Sorti en juillet 2013, le jeu iOS basé sur la licence Deus Ex Human Revolution vient récemment de s'offrir une version light. Les premiers niveaux du jeu seront ainsi accessibles gratuitement et permettront d'incarner Ben Saxon, un mercenaire augmenté travaillant pour une société militaire privée. Trahi par celle-ci, il devra tenter de survivre tout en sauvant par la même occasion tous les humains augmentés. Visuellement assez impressionnant, cet action RPG propose une interface tactile agréable et fonctionne sur la plupart des iPhones et autres iPads, mais pas tous. The Fall est ainsi incompatible avec les iPhone 4 et les iPod Touch de 4e génération. Il est également assez gourmand, Square Enix recommandant de fermer toutes les applications en mémoire pour les joueurs possédant un iPad mini, un iPad 2 ou un iPod 5. Sinon, le jeu On reste dans l'univers Deus Ex avec la sortie de Human Revolution dans sa version Director's Cut.
Initialement prévu pour l'été dernier sur Wii U, le jeu ne sort que maintenant sur toutes les plateformes. Cette version ultime, selon l'éditeur, comprendra la mission Secourir Tong, ainsi que l'extension Le Chaînon Manquant, sans oublier de nombreux bonus de précommande. Un making-of de 45 minutes, plus de 8 heures de commentaires des équipes d'Eidos Montréal, le guide stratégique officiel, exclusif à la version Wii U, ainsi qu'un mode New Game Plus font aussi partie des nouveautés. Les fans seront également ravis d'apprendre que les combats contre les boss ont été améliorés, liés à des ennemis retravaillés et le système d'énergie rééquilibré. Deus Ex Human Revolution Director's Cut gère aussi de nombreux devices externes, comme le gamepad de la Wii U ou la PS Vita. Le système Smart Glass de la 360 permet aussi de connecter au jeu un smartphone ou une tablette, mais visiblement cette version pose de nombreux problèmes techniques qui devraient être réglés prochainement par le biais d'un patch. Please, help me. I don't want to go back there. On continue ces news 18+, avec le trailer d'un titre indé baptisé Forgotten Memories et développé par Psychos Interactive, un petit studio canadien. Les premières images donnent très clairement un indice quant aux inspirations des développeurs et l'amour qu'ils cultivent pour des séries comme Silent Hill. Le jeu se définit d'ailleurs comme un survival horror old school dans lequel Rose, la protagoniste principale, devra explorer un vieil asile abandonné et y affronter ses peurs intérieures. Forgotten Memories devrait bientôt passer par la case Kickstarter afin de financer le reste du projet et proposera d'ici quelques temps un épisode pilote nommé Alternate Realities, disponible gratuitement sur iOS. Et on termine ces news 18+, avec les toutes premières images de la seconde saison de The Walking Dead. Do you think things will ever get back to how they were? On ne parle pas de la série télé bien sûr, mais bien des 5 prochains épisodes du studio Telltale Games qui devrait mettre en scène la petite Clémentine. On regarde ce trailer et on en parle juste après en plateau. Bon, Médoc, c'est toi le spécialiste de Telltale, donc tu as fait la critique du premier épisode de... Comment il s'appelle déjà ? The Wolf Among Us. C'est ça, The Wolf Among Us, et donc qui était basé sur la série de comics Fable, et tu as également fait tous les épisodes de The Walking Dead, la Season 1, et là on vient de voir donc, le trailer teaser de la saison 2. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient à la fin de la Season 1, genre qu'est-ce qu'ils vont faire exactement, est-ce que ça va être possible de reproduire le même succès, la même intensité, ils peuvent pas reprendre la même mécanique, a priori, où tu dois protéger une petite fille, etc. Ils sont obligés de changer un petit peu leur formule, mais la première formule fonctionnait extrêmement bien. Donc qu'est-ce que nous annonce, qu'est-ce que promet cette saison 2 via les images vues là ? Alors, si on se base uniquement sur le trailer, tu vois, t'entends la petite Clem qui te rappelle donc ce qu'elle t'avait dit, ce qu'elle t'avait demandé, ce qu'elle avait demandé à Lee dans la saison 1, c'est-à-dire est-ce qu'un jour les choses... Tu sais, elle comprenait pas exactement tout ce phénomène de zombies, tout ça. Elle demandait est-ce qu'un jour ça va redevenir comme avant, et puis bon, manifestement non. Et donc là tu la vois, donc manifestement t'auras affaire à Clémentine. Donc ça répond à au moins une question. On se demandait si... on allait, pour cette saison 2, si Telltale allait te raconter l'histoire dans un autre état, d'autres personnes, ou si ils allaient continuer à te raconter Clémentine. Manifestement, on va avoir affaire à Clémentine. Donc, c'est bien. Enfin, c'est Clémentine, pour beaucoup de joueurs, ça représente vraiment quelque chose. Pour le coup, c'est un des personnages les plus émouvants, les plus attachants, les mieux écrits de l'année 2012. Maintenant... moi, j'aimais bien le fait de diriger un adulte qui était donc en mesure de horizontaliser des zombies, tu vois ce que je veux dire ? Là, tu vas diriger, peut-être, enfin je sais pas encore, hein,
mais tu vas diriger une petite fille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, à chaque fois que tu vas tirer avec un flingue, tu auras un recul de malade est-ce que tu seras tout le temps systématiquement en position en mode stealth ou faiblesse? Je sais pas si c'est le genre de truc qui me branche, faut voir, parce qu'attention, ils sont très très talentueux quand il s'agit de te raconter une histoire. Faut voir, mais en tout cas, Clémentine, elle est là. Donc, quant à la fin de la première saison, voilà, on sait que la fin, en tout cas, elle est là. On sait pas si elle a retrouvé. Je sais plus comment s'appelait ce couple avec le mec qui se blessait la jambe et puis la meuf un petit peu métisse là, je sais plus comment il s'appelait. Je sais pas si ils se sont retrouvés comme ça devait être normalement à la fin. Toujours est-il que Clem, elle est vivante. Ok. Voilà, donc c'est bien, bon, on va voir, c'est bien. On attend en tout cas cette saison 2 avec impatience. On va maintenant voir la critique de Battlefield 4, mais juste avant, un petit mot sur Call of Duty Ghost. On aurait adoré pouvoir faire les deux critiques dans la même émission, puisqu'ils sortaient à quelques jours d'intervalle. Mais malheureusement, on a reçu les jeux trop tard pour pouvoir faire une critique correcte. Ouais. Donc visiblement, Activision privilégie quand même de filer des éditions collector à des jeunes pour provoquer ensuite des mini-émeutes sur des salons censés être familiaux. Donc voilà, nous on les reçoit tardivement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu d'émeute, No Life à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de bagarre, pas de problème. Elle est arrivée la version, puis elle était là, on l'a laissée sur la table. Et sans vouloir péter du Call of Duty, etc., même si moi j'avoue clairement, vous le savez, je me suis un peu lassé de la série, leur nouvelle campagne marketing est un peu étrange, puisque quelque part elle me justifie dans ma position du mec qui n'a plus forcément envie de jouer à Call of. Ouais. Donc la campagne de pub avec ce trailer live, donc on voit des tas d'acteurs en train de jouer différentes, avec Megan Fox aussi, en train de jouer différents aspects du gameplay proposé par Call of. Et donc tu as ce message, dans chacun d'entre nous, il y a un soldat qui sommeille. Ouais. Moi, vraiment, il n'y a pas de soldat qui sommeille là. C'est zéro soldat. Ah, c'est sûr et certain. Et donc du coup, je me dis genre, ok, je suis pas dans la cible du jeu, donc j'ai plus à me poser de questions. Il n'y a pas de souci. T'as résolu tes dissonances cognitives, c'est bien, c'est bien. On pourra avoir la critique de Battlefield 4 maintenant que ce problème est résolu. Ouais. Ça te retient. Ouais, ça me retient un peu. Comme en chaque fin d'année, les gros éditeurs tentent de profiter de la période des fêtes en sortant chacun leur plus gros blockbuster, généralement un nouvel épisode d'une série à succès. Si Activision domine le marché du FPS avec ses Call of Duty, Electronic Arts lui rogne chaque année des parts de marché en le contrant avec ses propres licences. C'est ainsi que Battlefield 4 est sorti il y a quelques jours, 2 ans après un 3e épisode salué par la critique et les joueurs. À la fois une baffe technique et une merveille en multijoueur, Battlefield 3 était néanmoins plombé par un solo indigent et des versions consoles perfectibles. En cette année charnière pour le jeu vidéo, les nouvelles consoles sortant dans quelques semaines, DICE n'a pas le droit à l'erreur. Est-ce que Battlefield 4 est un bon jeu? On n'en doutait pas une seule seconde avant de commencer à y jouer, le mode multijoueur suffisant à assurer un service minimal. Mais est-ce un jeu valant le détour parmi toutes les sorties de novembre? C'est ce qu'on va voir. S'il y a un point sur lequel on n'attendait pas Battlefield 4, c'est son histoire. D'une manière générale, les scénarios des FPS militaires sont au mieux mauvais, au pire dégoulinants de propagande plus ou moins visible. En lançant le jeu, on s'attendait à quelque chose d'aussi indigent que Battlefield 3. Et nous avions tort. Car le scénario de Battlefield 4 est une très bonne surprise et nous a surpris à bien des niveaux. Le pitch de départ est classique au possible. Les Chinois et les Russes veulent détruire les États-Unis en utilisant comme prétexte la mort d'un politicien orchestré par eux-mêmes. Ou quelque chose du genre. Pour être honnête, on n'y a pas vraiment fait attention. Le conflit politique raconté par le jeu est tout aussi bateau, car ce n'est pas là que se trouve la force de Battlefield 4, mais dans ses personnages. Irish et Anna, vos équipiers, sont terriblement attachants, et bien loin des brutes mises en scène dans d'autres jeux de tir. Au fur et à mesure de notre avancée dans la campagne, ils deviennent bien plus que des bots contrôlés par l'IA, grâce à une écriture et des dialogues leur donnant beaucoup de consistance. Anna est une femme soldat extrêmement crédible.
Irish, quant à lui, a tout du personnage mémorable de par ses répliques et son attitude. Saluons à ce titre la performance de Michael K. Williams, connu pour avoir joué Omar dans The Wire. Son jeu d'acteur et son doublage sont d'une qualité rare et aident forcément à nous attacher au personnage qu'il joue. C'est par le biais de ces personnages d'infortune, mais également d'autres personnages secondaires, que Battlefield 4 nous raconte une histoire très simple, mais à milieu de ce que l'on peut voir habituellement dans les Call of Duty, Homefront et compagnie. Sans être aussi assumé qu'un Spec Ops The Line, ni aussi touchant que Metro Last Light, le propos de Battlefield 4 a de quoi faire réfléchir. D'autant plus que les stéréotypes, notamment raciaux, sont quasiment absents du jeu. Pour un FPS militaire, c'est étonnant et très agréable. Quant à la mise en scène, elle divisera probablement les joueurs de par son aspect que l'on pourrait presque qualifier d'épuré. De notre côté, nous sommes totalement convaincus. Il y a bien quelques explosions, mais elles sont réduites au strict minimum. Cette épuration déroute au départ, mais elle ne fait que renforcer l'impact des scènes importantes pour le joueur, les rendant vraiment marquantes. L'immersion et l'attachement au personnage s'en retrouvent renforcés, tout comme notre plaisir. L'histoire de Battlefield 4 n'est pas non plus parfaite. Quelques maladresses agaçantes subsistent, comme les nombreuses ellipses temporelles cassant l'immersion. Et surtout, elle n'est que sympathique. Elle se laisse suivre avec plaisir, mais elle ne vous marquera probablement pas. Ceci dit, les efforts de DICE sont clairement visibles et font plaisir. On aimerait que d'autres développeurs en fassent de même. Même si le cœur de Battlefield 4 est son mode multijoueur, sa campagne solo représente une partie importante de l'expérience. Celle de Battlefield 3 était une véritable purge, mauvaise du début à la fin, et on n'attendait vraiment pas son successeur sur ce terrain. Et comme pour le scénario, nous avions tort, car le solo de Battlefield 4 est très sympathique. DICE a tout simplement délivré l'antithèse de Battlefield 3. En termes de level design, cela se traduit par des niveaux toujours linéaires, parfois couloirs, mais généralement assez ouverts. Les zones visitées sont plus grandes, bien agencées, offrant parfois plusieurs alternatives pour une même situation. Attention, nous ne sommes pas là devant un jeu aussi libre qu'un Far Cry, mais pour un FPS linéaire et scripté, la petite liberté qui nous est laissée est notable et appréciable. Les nombreux scripts s'enchaînent avec beaucoup de fluidité et ne sont que rarement frustrants. On apprécie également que le jeu ne nous demande que très rarement de suivre un de nos compagnons, préférant nous laisser avancer à notre rythme. Et surtout, il n'y a plus aucun QTE. Ceux de Battlefield 3 étaient particulièrement mauvais. C'est une très bonne chose qu'il n'y en ait plus. On regrettera néanmoins un certain classicisme dans les situations de jeu. Mis à part quelques scènes, les lieux visités et les objectifs ressemblent à ce que l'on avait déjà pu voir dans d'autres titres du même genre, comme Modern Warfare 2. Mais les sensations procurées par le gameplay nous aident à oublier ce point. Battlefield 4 est un jeu très rapide et surtout incroyablement souple. On peut par exemple courir en rechargeant ou bien tirer tout en rampant. Cela donne du punch, un côté explosif au gameplay, encore renforcé par les sensations offertes par les armes. Une foule de petits détails, comme un excellent sound design, fait que l'arsenal est extrêmement agréable à utiliser. Du côté des nouveautés, on apprécie l'ajout d'un cover system proche de celui de Killzone 2 et la possibilité d'indiquer des cibles ennemies à nos compagnons. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça reste appréciable. D'autant plus que l'intelligence artificielle des ennemis est très correcte. En difficulté normale, le challenge est satisfaisant et les adversaires plutôt réactifs. Certes, l'IA ne vaut pas celle de Fear et on peut percevoir une certaine rigidité dans les schémas d'attaque ennemis. Mais encore une fois, pour un FPS scripté de ce genre, le résultat est très satisfaisant. Cette campagne dure entre 4 et 5 heures en difficulté standard. C'est très court, oui, mais c'est un mal nécessaire pour une aventure très bien rythmée et sans temps mort, à l'exception de 2 séquences un poil trop longues. Avant d'aborder la partie multijoueur, une précision s'impose. Cette critique a été faite sur Xbox 360 et non pas sur PC. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais il nous a été tout simplement impossible d'accéder au mode multijoueur du jeu durant les 4 premiers jours de sa sortie. De nombreux joueurs ont également rencontré ce problème, résolu depuis. Malgré tout, nous n'avons pas pu jouer sur PC dans des conditions convenables. Lorsque nous arrivions à nous connecter à une partie après plusieurs minutes passées devant un écran de chargement, le jeu plantait généralement au bout d'un quart d'heure. Pour couronner le tout, Electronic Arts a décidé de réutiliser la plateforme Battlelog, vous obligeant à lancer le jeu depuis un navigateur. Et honnêtement, Battlelog est une telle calamité qu'il réussit à nous dégoûter du jeu PC.
Nous avons donc testé la composante multijoueur de Battlefield 4 sur console, où les parties se jouent à 24 joueurs maximum, contre 64 sur PC, rendant tout de suite les joutes moins spectaculaires. Malgré ce gros point noir, Battlefield 4 est un excellent FPS multijoueur, qui garde toutes les qualités de son prédécesseur. Les maps sont toujours aussi grandes et bien pensées, laissant les joueurs libres de jouer selon leurs envies. Que vous aimiez conduire des avions ou des bateaux, vous placer sur un building et sniper en contrebas, prendre un quad rempli de C4 et le faire exploser près d'une position ennemie, ou tout simplement utiliser des roquettes pour détruire le décor, vous aurez de quoi vous faire plaisir. Si la destruction de décors est bien moins poussée que dans Bad Company 2, quelques nouveautés viennent contrebalancer cette déception, comme l'évolution dynamique des décors, baptisée par les développeurs la Lévolution. Si plusieurs joueurs connaissent bien une carte et qu'ils coordonnent leurs efforts, ils peuvent en vrac faire s'effondrer un building, détruire une digue ou faire couler un bateau. Quand ça arrive, c'est impressionnant et extrêmement jouissif. Malheureusement, les conditions à réunir sont si nombreuses qu'on n'assiste que très rarement à ces événements, dommage. Par contre, un point indéniablement positif est le retour du mode commandant absent de Battlefield 3. Vous le débloquez dès que vous avez gagné assez d'expérience et pouvez supporter vos troupes depuis une carte tactique dans les modes supportant cette fonctionnalité. Cela renforce encore le côté tactique du jeu, ce qui est toujours appréciable. Pour le reste, eh bien, c'est exactement comme dans Battlefield 3. On retrouve toujours le système de classes personnalisable qui a d'ailleurs gagné en souplesse. Par exemple, le sniper peut désormais être équipé de C4 s'il l'a débloqué. Les armes se débloquent toujours en gagnant de l'expérience et pour être honnête, nous ne sommes pas trop fans de ce système tel qu'il est conçu dans ce jeu. Il n'y a tout simplement pas assez d'armes disponibles dès le départ pour s'amuser. Pas même un fusil à pompe. Une fois qu'on a débloqué le matériel qui nous intéresse, on s'amuse énormément. Oui, mais avant, on ne peut s'empêcher d'être avant tout frustré. Côté mode de jeu, c'est toujours très classique mais efficace. Diverses déclinaisons du Team Deathmatch et de la capture de zone cohabitent avec le mode phare de la série, Conquête, où les attaquants tentent de repousser les défenseurs de l'autre côté de la carte, en leur volant des points de contrôle. Malheureusement, beaucoup de problèmes techniques viennent empiéter sur notre plaisir de jeu. Le lag est très présent et se ressent beaucoup au niveau des déplacements, et le jeu a tendance à faire friser la console durant les temps de chargement, vous obligeant à la redémarrer. Ce n'est rien comparé aux problèmes rencontrés sur PC, mais c'est déjà beaucoup trop pour être acceptable. Les images parlent d'elles-mêmes, Battlefield 4 est une claque graphique monumentale. S'il est absolument divin sur PC, avec des paramètres au maximum, il est également magnifique sur console, dont le portage est de bien meilleure qualité que celui de Battlefield 3. Les expressions faciales frôlent le photoréalisme, les animations sont d'une qualité folle, et les effets de particules donnent envie de pleurer de joie. Seul bémol à ce quasi sans faute, le rendu de l'eau qui est plus que passable. Mais Battlefield 4 n'est pas qu'une démo technique. Artistiquement, DICE a fait du très bon travail. Certains décors, comme les ruines de Mégalopole, donnent au titre un petit côté survival pas désagréable. Quant à la bande-son, elle est tout simplement excellente. Que ce soit en solo ou en multi, la musique est toujours adaptée à l'action, en plus d'être tout simplement agréable. Agréable, voilà un mot définissant parfaitement Battlefield 4. La campagne solo se parcourt avec plaisir et le mode multi a de quoi satisfaire tous les types de joueurs grâce à la liberté qu'il leur est offerte. Mais c'est tout. Battlefield 4 ne fait qu'ajouter quelques petits éléments par-ci par-là pour justifier son existence, alors qu'il n'est qu'une grosse mise à jour de Battlefield 3. Une très bonne mise à jour certes, mais lorsque le matériau de base était déjà de qualité, on s'attendait à mieux. On pourrait faire l'impasse sur l'absence d'innovation s'il n'y avait pas tous ces problèmes techniques. Comment choisir entre une version PC, à laquelle on ne peut quasiment pas jouer, et des versions console, dont le nombre de joueurs et donc l'intérêt est réduit. Si vous voulez jouer à Battlefield 4, nous vous conseillons d'attendre quelques mois. La version PC devrait avoir été patchée, et les versions PS4 et Xbox One pourront accueillir autant de joueurs en multi que sur ordinateur. Si jamais vous ne voulez pas attendre, la campagne solo a de quoi vous divertir quelques heures, et le multi sur console reste très sympathique. Mais cela en vaut-il vraiment le coup quand une masse d'excellents jeux sortis ces dernières semaines vous attendent? Donc c'est bien Thierry, donc définitivement il n'y a pas de soldat qui s'emmaille en toi, parce que tu fais partie de ceux qui ont un certain âge, mais qui ont fait donc le service militaire, le vrai. C'est-à-dire celui où tu restes pendant des mois. Ouais, je suis parti dernier con à l'avoir fait.
Et t'as pas apprécié, t'as pas passé du quality time. Ensuite, chaque expérience est intéressante. Ouais. Donc du coup, ça vaut la peine d'être vécu. Voilà. Est-ce que j'ai passé un bon moment? Non. Est-ce que ça fait de moi un soldat? Non plus. Non plus. Est-ce que je serais vivant plus de 5 minutes en cas de guerre? Ah bah non. A priori, non. Visiblement, je Ouais. tuerai personne parce que je vise très mal. Ouais. En question endurance, il s'agit de courir. Je suis bien meilleur quand c'est du virtuel, sinon je m'épuise assez rapidement et ensuite c'est les autres qui doivent me porter, c'est galère, quoi. Et par contre, j'ai une maîtrise du démineur maintenant sur Windows qui est juste impeccable. Voilà, alors des Impeccable. mineurs, pas, Je suis un enfin, jeu. ouais, voilà, des mineurs, ouais, sur Windows. Pas des, tu sais rien désamorcer, tu sais pas déminer quoi que ce soit. Non, je sais rien. D'accord, ok, alors il faut Ensuite, il y a le préciser. jeu vidéo qui m'aide. J'ai pas mon permis non plus, mais je considère que je sais conduire avec GTA, avec Oui, Showcase, évidemment, Need for Speed. évidemment, vu que les jeux vidéo c'est je la vois vraie Gran vie. Turismo, par exemple. Moi, je sais. Bien sûr, Donc voilà. évidemment. D'où l'importance du virtuel Ouais. et aussi l'importance d'expériences plus concentrées, plus également, on va pas dire poétiques, Ouais. mais plus rétro. Ouais. Donc plus rétro, plus primal, Ouais, avec par exemple un jeu 3+, ouais. qui s'appelle Megadeth Pixel. Alors comme ça fait pas très zen, ça fait pas très 3+, pour un jeu 3+. Mais vous allez voir, c'est vraiment cool. Il s'agit du premier, ou en tout cas un des premiers, Endless Faller. Voilà, c'est pas un Endless Runner, c'est un Endless Faller. D'accord. Après les Endless Runner, voici le Endless Faller. Ici, il n'est pas question d'aller le plus loin possible, comme dans un Jetpack Joyride ou un Temple Run, mais bien le plus bas possible. Une chute vertigineuse, pixelisée et mortelle. D'où le nom de ce titre développé par le studio tchèque About Fun et édité par le géant du jeu mobile Chillingo, Megadeth Pixel. Téléchargeable gratuitement sur iOS, ce titre embrasse le modèle freemium de manière plutôt intelligente, le joueur ne se sentant jamais forcé à acheter quelque chose. Évidemment, afin de débloquer les bonus, chapeaux et autres formes pixelisées, il faudra jouer longtemps, très longtemps, afin de récolter le nombre de pièces nécessaires. Le principe du jeu est très simple. On déplace un pixel en chute libre, de gauche à droite, de droite à gauche. En frôlant les obstacles, on les colorise, ce qui permet de remplir une jauge située en haut de l'écran. Une fois pleine, cette jauge enclenche automatiquement le mode Mégapixel. Son pixel devient alors gigantesque et peut tout détruire sur son passage. Il est également possible d'augmenter sa taille en avalant les pixels blancs croisés durant sa chute. Plus notre pixel est gros, plus sa vitesse augmente. Il faudra donc apprendre à zigzaguer avec précision, sachant que 3 objectifs précis, se renouvelant une fois atteints, devront être remplis pour gagner plus de pièces. Des objectifs comme chuter sur 250 mètres sans ramasser une seule pièce, acheter et détruire telle forme pixelisée, ou colorier plusieurs exemplaires d'un même obstacle d'affilée, comme ceux prenant la forme d'une épée par exemple. L'interface très agréable, les superbes graphismes rétro, les musiques électro et les contrôles précis du jeu le rendent assez vite addictif. Pour se déplacer de gauche à droite, il suffit simplement de tapoter sur les côtés de l'écran, sachant qu'il est possible de régler la sensibilité des contrôles dans le menu Options. On notera aussi la possibilité d'acquérir des bonus spéciaux en échange des pièces gagnées. Des bonus comme des bombes ou des pistolets que l'on pourra upgrader afin d'en renforcer la puissance. Avec plus de 300 missions et des centaines de bonus à débloquer, le jeu propose également une dimension scoring via les leaderboards associés. Présenté par ses créateurs comme le tout premier AARPEF, soit le premier Addictive Arcade Retro Pixel Endless Faller, Megadeth Pixel est un titre sympathique. S'il n'est clairement pas un grand jeu mobile, comme peut l'être Ridiculous Fishing par exemple, sa gratuité en fait un passe-temps idéal le temps de quelques jours. Alors merci Thierry pour ce 3+. Juste vite fait, j'en profite du coup pour revenir, parce qu'il y a 15 jours, normalement, si la jeunesse suit le calendrier, elle aurait dû avoir droit à un showtime. Ouais. Il n'y en a pas eu. Alors j'ai expliqué ça rapidement sur le forum, mais là j'en profite puisqu'on est à la télé, puisqu'on est chez nous, puisqu'on fait ce qu'on veut. Donc j'avais prévu un showtime, mais comme bien souvent, on a tourné l'émission avant que j'ai une idée claire de ce que le showtime allait être. J'avais des pistes évidemment, parce que je ne suis pas complètement un touriste, mais on avait tourné et donc on avait annoncé dans l'émission showtime tout ça, et il s'est avéré que par la suite j'ai regardé le showtime que j'avais, mon plan A, et non, c'était juste pas possible.
c'était pas, enfin je veux dire, c'est quelque chose qu'on pouvait pas diffuser à la télé. Clairement, parce que Showtime, c'est une émission de divertissement, c'est Ouais. pour faire rire, c'est Voilà. marrant, mais on ne cherche pas à être des gros bourrins. Quoi. Non, Donc non, il y a des puis tas de jeux surtout, qu'on ne fait pas. On cherche pas à aller en tôle. Parce que là, c'était, C'était des jeux qui sont catastrophiques. C'était du 18+. Et donc, je me suis rapatrié sur mon plan B. Parce que j'avais un plan B, parce que je fais partie de ces gens-là qui ont des plans B. Et le plan B était presque pire. Simplement, je m'en suis rendu compte qu'après avoir tourné. Et c'est pour ça que, mais vous avez pas vu, pendant le sommaire, normalement, on lançait, on disait Showtime. Tu vois, entre le moment où on disait salut, je sais pas quoi, et tout de suite les news, il y avait Showtime. Et avec, ça fait de la magie. Et du coup, personne n'a rien cramé. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, il y a Showtime, c'est pas, on n'arrête pas, hein, il y a peut-être encore des jeux là. D'ailleurs, vous avez peut-être des suggestions. Je prends, hein, comme d'hab, je suis preneur. Simplement, important. Veillez à pas m'envoyer des trucs qu'on peut pas diffuser. Je veux dire, il y a des règles simples, hein, pour qu'on moins 16, c'est pas moins 18, les gars. Donc, faut pas qu'il vous savez qu'il faut pas qu'il y ait. Vous savez. Non, donc voilà, faites en conséquence. Et puis moi, je vais essayer d'en trouver un, peut-être pour le, j'espère, j'imagine, je pense que je suis presque obligé, pour dans 15 jours. Mais voilà, si vous avez des suggestions, je prends. Ok. On va maintenant passer à la dernière critique de ce Classé 18+, un jeu extrêmement attendu, c'est un des plus gros blockbusters de cette fin d'année. Il s'agit d'Assassin's 4 Black Flag. Ouais. On va voir tout de suite la critique et on en reparle juste après. Cela fait maintenant 4 ans qu'Ubisoft nous sort son Assassin's Creed de fin d'année. Un rythme complètement industriel qui mobilise chaque année des centaines et des centaines de personnes sur une seule série. Un rythme qui oblige l'éditeur français à se pointer avec de nouvelles idées, de nouvelles périodes de l'histoire à traiter, mais aussi de nouvelles mécaniques qui sont censées fonctionner et plaire. Compte tenu de cet objectif qui semble viser un épisode tous les ans, on peut éventuellement se demander si la qualité est systématiquement au rendez-vous. On en a une petite idée, hein. Le Revelation d'Assassin 2 et même les aventures de Connor pendant la guerre d'indépendance sont complètement dispensables si l'on ne prend en compte que le gameplay. Mais la piraterie du XVIIIe siècle possède un charme auquel on reste difficilement insensible. On est donc curieux de voir ce que donne ce Black Flag. Good fortune to you, Edward Kenway. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. Gallois d'origine, Edward Kenway décide de s'embarquer dans un navire pour la Jamaïque afin d'y mener une vie de corsaire et d'offrir à sa jeune femme Caroline tout le confort qu'elle mérite. Si à une certaine époque, ce job était nécessaire et pouvait effectivement rapporter, la paix récente entre les différents empires coloniaux ne fait plus vraiment ses affaires. Et pour assouvir sa soif de richesse et de renommée, Edward choisit naturellement la voie de la piraterie. C'est à l'occasion d'une rixe sur mer et d'un naufrage qu'il croise le chemin d'un membre de la confrérie des assassins. Avec un profil comme celui d'Edward, la rencontre se passe évidemment super mal. Rien de dramatique toutefois pour le jeune Gallois, qui voit là l'occasion d'usurper l'identité de cet homme et de se faire un petit billet au passage. Bien évidemment, la suite de ses aventures le plongera malgré lui dans la guerre qui oppose Templiers et Assassins. On a donc affaire à un personnage qui pendant pratiquement tout le jeu ne partage ni les valeurs ni le credo de la confrérie, préférant piller et faire la fête aux côtés de grands pirates comme Barbe Noire ou encore Rackham le Rouge. Parallèlement à ça, Ubisoft nous a également préparé une histoire se déroulant dans un monde un peu plus contemporain. Mais on ne dirige plus ici le jeune Desmond Miles, pour des raisons plutôt évidentes pour peu qu'on ait suivi la fin d'AC3. Vous êtes ici vous-même, fraîchement recruté par Abstergo Entertainment, la branche dédiée aux loisirs numériques de cette grosse corporation dirigée par les Templiers. Votre travail consiste à entrer dans l'Animus afin d'y débloquer des scènes de la vie d'Edward Kenway. Scènes dont pourra servir Abstergo pour développer des jeux, mais surtout pour résoudre la quantité de mystères qui entourent encore cette race ancienne dont on entend parler depuis plusieurs épisodes. Bien entendu, cette dernière motivation est secrète. More artifacts to find before my will can obtain. D'une manière générale, on a l'impression que cet Assassin's Creed est né d'une feature qui avait particulièrement plu dans l'épisode précédent. Tout ici tourne en effet autour de votre bateau et des batailles navales. Le Jackdaw, votre navire, est d'ailleurs conçu pour l'affrontement.
Avant de vous engager dans un combat, vous pouvez repérer votre cible à l'aide de la longue vue. Cela vous permet d'identifier la taille du navire adverse, son appartenance à tel ou tel empire, mais aussi et surtout son contenu, histoire de voir si ça vaut le coup de le raider. Les manières de rudoyer un bateau ennemi sont plutôt nombreuses. Vous avez tout d'abord les canons de chasse, situés à l'avant du jack-d'eau et envoyant des boulets enchaînés. Les canons situés sur les côtés du navire, plus nombreux et plus puissants, possèdent quant à eux deux modes d'attaque. Un dans lequel il est question de viser, la trajectoire des boulets étant visible, et l'autre qui consiste justement à ne pas viser et à balancer des boulets explosifs bien plus destructeurs mais donc bien moins précis. Situés à l'arrière du bateau se trouvent des barils explosifs que vous pouvez lâcher afin de dissuader d'éventuels poursuivants. Pour endommager des cibles au loin ou immobiles, comme des fortifications par exemple, vous pouvez également vous servir du mortier. Enfin, le jack-d'eau peut tout simplement éperonner les navires en leur fonçant dedans, causant de lourds dégâts. Lorsque vous avez suffisamment travaillé l'ennemi, vous pouvez passer à l'abordage. Cette feature, qui manquait cruellement à Assassin's 3, est ici plutôt bien gérée. Vous voyez en temps réel vos matelots balancer les grappins et commencer à grimper sur les cordages en préparation de l'assaut. Une fois sur le bateau ennemi, en fonction de sa taille, différents objectifs vous sont proposés. Il s'agira la plupart du temps de tuer un certain nombre de soldats, puis de détacher le pavillon, de faire péter des barils de poudre ou bien d'exécuter leur capitaine par exemple. Une jauge qui symbolise la vie de votre équipage est visible en haut à gauche de l'écran. Il faudra bien sûr veiller à ce qu'elle ne se vide pas trop. À la fin de l'affrontement, plusieurs choix vous sont offerts. Vous pouvez tout d'abord utiliser le bateau endommagé pour réparer une partie du jack-d'eau. Vous pouvez également intégrer ce même bateau à votre flotte, ce qui vous servira à l'occasion d'un mini-jeu sur lequel nous reviendrons plus tard. Vous pouvez enfin décider de laisser partir les survivants afin de baisser votre niveau de recherche. Plus ce dernier est élevé, symbolisé par le nombre de sabres rouges en haut à gauche de l'écran, plus vous serez traqué par des corsaires désireux de toucher votre prime. Si mettre à l'amende d'autres bateaux reste une activité agréable en soi, elle vous permet aussi de faire le plein de marchandises. Le sucre et le rhum se revendent par exemple. Le tissu, le bois et le métal, quant à eux, servent à upgrader votre navire, ce qui au passage revient très vite cher. La dimension commerce ainsi que l'amélioration peuvent toutes deux se faire à partir de certains magasins que vous trouvez sur la terre ferme, ou bien plus simplement de votre cabine de capitaine. Il existe d'autres moyens d'arrondir ces fins de mois dans un C4. La chasse à tout ce qui nage, et particulièrement aux mammifères marins, mais aussi aux animaux terrestres. La chasse permet dans un premier temps de se confectionner de l'équipement, et se rapproche plus d'un Far Cry 3 que du précédent Assassin. On regarde sur la map les spots où tel type d'animal se trouve, on l'abat, puis on le dépaisse. La peau sert à se fabriquer un nouveau holster ou une nouvelle tenue par exemple, alors que les os peuvent être transformés en fléchettes à sarbacane. La traque aux animaux marins est une phase à part entière. À bord d'une chaloupe, il s'agit d'harponner la cible et de la tuer avant qu'elle ne cause trop de dommages à votre embarcation. Et lorsqu'il s'agit d'une grosse prise, qui plus est d'un animal en voie d'extinction aujourd'hui, la scène qui suit la mise à mort procure un réel feeling de petit pêcheur japonais. Pour se faire un maximum de thunes, et Dieu sait que c'est important, il existe enfin ce mini-jeu appelé la flotte de Kenway, accessible à partir de votre cabine. Le principe est relativement simple. Vous envoyez ici les bateaux que vous avez capturés en mer, remplir des missions à travers le monde, en vous assurant que la route maritime est sûre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez lancer des combats afin de faire baisser le danger d'interception de votre convoi. La flotte de Kenway ressemble à ces petits jeux sociaux que l'on peut trouver sur smartphone et tablette, et possède d'ailleurs une dimension sociale, puisqu'il est possible d'aider vos amis, soit en donnant de la vie à un navire de leur flotte, soit en diminuant la durée de la mission, cette dernière pouvant être relativement longue en fonction de l'objectif. A noter que ce mini-jeu n'est pas disponible pour les joueurs offline. Pour le reste, AC4 propose tout un tas d'activités plus ou moins enthousiasmantes pour occuper le joueur. On citera au hasard ses explorations sous-marines à l'aide de cloches en bronze, ses chasses au trésor à partir d'une carte, ou encore ses contrats d'assassinat, semblables à ce qu'on pouvait trouver dans les précédents épisodes. Ce nouvel assassin comporte selon nous plusieurs idées qui vont dans le bon sens. Les combats par exemple offrent un peu plus de challenge, même si certains ennemis attendent encore que l'on ait fini d'égorger leurs camarades pour se décider à nous attaquer. L'une des seules features qui avait mis tout le monde d'accord dans AC3 est ici vraiment bien gérée, et il est difficile de ne pas éprouver de pure feelings lorsqu'une bataille fait rage alors que la météo se déchaîne, ou bien lorsque les chants des marins accompagnent notre voyage. Devant l'immensité du terrain de jeu que l'on nous offre, le déplacement rapide accessible depuis n'importe où fait également plaisir. Le multi, lui, reste efficace et permet de mettre à l'épreuve ses talents de tracker. Cette bonne idée apparue depuis l'épisode Brotherhood rallonge très clairement la durée de vie du jeu, et il est agréable d'avoir affaire à de nouveaux environnements, de nouvelles skins et de nouveaux modes.
Les phases d'infiltration et de discrétion du mode solo sont en revanche toujours aussi bancales, et il y a des ennemis en mode recherche toujours aussi bêtes. Aussi, même s'il faut comparer ce qui est comparable, après avoir traîné dans un open world comme celui de GTA V et constaté la cohérence et le niveau de détail tout simplement hallucinant, on ne peut pas s'empêcher de trouver triste des lieux comme Kingston ou la Havane. Là où certains titres arrivent à nous transporter loin, AC4 nous rappelle qu'il n'est qu'un jeu vidéo, avec ses limites. Limites que l'on retrouve également au niveau technique. Outre les bugs que l'on a pu expérimenter, l'impression de ne pas avoir assisté à un bon graphique entre Black Flag et AC3 est vraiment présente. Le scénario, lui, n'a rien de vraiment surprenant. Et comme à son habitude, Ubisoft missionne pour nous fournir une fin à peu près potable. La partie dans le monde actuel est quant à elle dispensable. Elle peut éventuellement amuser au début, lorsque le joueur fait le parallèle entre Abstergo Entertainment et Ubisoft Montréal, mais ça s'arrête là. Au final, on a définitivement l'impression que le projet AC4 s'est construit un peu trop rapidement déjà, et surtout autour d'une seule idée, la bataille navale. Une idée forte, certes, qui a encore une fois fait l'unanimité dans le précédent épisode, mais une idée évidemment pas suffisante pour faire de lui un incontournable. Is that why you're here? To fight beside a man so driven by personal gain and glory is a hard thing, Edward. And I have come to feel the assassins and their creed a more honorable course. Alors on en parlait justement au début d'émission, Assassin's 4 ça fait partie de ces jeux qui ont été présentés clairement à la presse sur les différents événements comme l'E3 par Games Week, etc. sur des consoles de prochaine génération. Ouais. Donc sur la PS4, sur la Xbox One, ou voire sur des PC tout simplement ultra boostés. Donc on est habitué quand même à une qualité graphique qui était vraiment, enfin tu sentais qu'il y avait un cap de franchi, quoi. Ouais. C'était impressionnant. Ouais. Est-ce que cette version testée sur PlayStation 3 est au niveau? Non, elle est au niveau de AC3, qui est à peu près au niveau des derniers AC2, là, Révélation. Donc ça reste joli, mais pas... Non, il n'y a clairement pas de cap de franchi. Ouais. On est visuellement, techniquement, on est sur de la PS3, sur du AC, encore une fois, du AC2 Révélation. Est-ce que toi, tu as été frustré personnellement, parce que tu as vu tourner le jeu sur d'autres machines, donc sur des machines plus puissantes. Est-ce que du coup, en jouant et en finissant le jeu sur PS3, tu as été... non, parce que je suis pas né de la dernière pluie. Et parce que ça fait relativement longtemps que je suis dans le milieu, donc je sais que, tu vois ce que je veux dire, je sais que, je sais que ce qu'on nous montre en trailer, faut pas s'attendre à avoir exactement la même une fois que tu joues. Et de deux, bon, je sais que voilà, ils sont arrivés à un stade où sur PS3, Ubi, voilà ce qu'ils peuvent faire, et puis... Donc pas de frustration, toi t'as apprécié le jeu tel qu'il était, tu t'es pas dit genre c'est dommage que j'ai pas fait la critique sur PS4 ou... Non, simplement je suis curieux, de la curiosité du coup, je suis curieux de voir le truc, on a vu des images vite fait, mais j'aimerais bien y jouer sur PS4 pour voir, mais pas de frustration, moi je pense qu'on me donne, et puis après voilà, je joue. Juste, je voulais revenir sur AC4 et sur la partie... online, mais pas les bagarres online, le fait d'être connecté, tu sais, ils ont mis en place plusieurs systèmes en fait, notamment ce délire de partage de découvertes, de coffres sociaux, de baleines blanches que tu trouves, ou encore de convois royaux, et qui te rapportent beaucoup d'argent, argent comme je l'explique dans la critique, qui est vraiment important pour le coup. De la guerre. Voilà, si tu as envie d'avoir un bateau plutôt correct. Et c'est une feature que tu pouvais pas avoir au tout début si t'avais pas ton pass online, voilà, ton pass Uplay. Mais si tu l'avais pas, tu pouvais le payer. Donc on est toujours un petit peu, on n'est vraiment pas enthousiaste sur ces délires de tiens, tu prends un jeu, mais pour le online, il va falloir que tu payes un pass 10 €. Si tu le revends. Voilà, si tu le revends, si tu le prends d'occasion, tout ça. C'est vraiment pas un truc qui nous plaît à nous, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, ce qui était dommage, c'est que cette partie online avait une influence sur le solo. Complètement, parce que l'argent est vraiment important et tu missionnes pour en gagner. Dans les coffres que tu trouves, les coffres normaux, tu trouves des fois 50 couronnes, alors que dans les coffres sociaux, tu trouves 1000, tu te fais plaisir, quoi. Donc ça a impacté directement le solo et je trouvais ça dommage. Et aussi, d'une manière générale, si t'es pas connecté, alors cette fois-ci, ça n'a plus de rapport avec Uplay ou quoi que ce soit, mais si t'es pas connecté, mettons que tu pars chez ta grand-mère, parce que souvent on prend ces exemples-là, parce que moi j'aime vraiment pas les jeux où quand t'es pas connecté online, tu peux pas disposer de tout ce qu'on a à t'offrir. Pour le coup, dans AC4, si t'es pas connecté,
tu peux par exemple, tu peux pas profiter de cette feature, la flotte de Kenway. C'est-à-dire un truc qui, à terme, te rapporte beaucoup d'argent aussi. Je trouve ça dommage. Tout ce qui est, connecte-toi pour faire mon jeu, j'aime pas. J'aime pas, ça m'énerve. Et quand ça impute... Alors, le jeu, tu peux y jouer offline, il n'y a pas de problème. Simplement, ton expérience solo, si tu joues offline, elle est clairement amputée, ça sera clairement pas la même que quelqu'un d'autre, et c'est pas un délire de « Ah, t'as vu, on a des expériences différentes, viens, on partage ». Non, c'est « Ah, t'as vu, t'as une expérience plus pourrie que la mienne parce que t'étais pas connecté ». Donc ceci dit, il y a un petit truc positif avec le passeport Uplay. Ouais. C'est qu'Ubisoft a annoncé, donc ça a commencé là pour AC4 et ce sera le cas pour les prochains jeux Ubisoft. Donc le passeport sera désormais gratuit. Donc si vous achetez le jeu, vous avez la possibilité de vous connecter sur Uplay. Et si vous revendez le jeu ou si vous achetez un jeu d'occasion, il n'est plus nécessaire d'acheter donc ce passeport Uplay. Ce sera gratuit, l'inscription sera gratuite. Mais vous devrez quand même vous inscrire. Voilà. Ouais. Mais c'est déjà bien, enfin, à mon avis, ils ont dû réfléchir à tout ça. Et puis, compte tenu effectivement des prochaines consoles qui arrivent, qui auront un service online payant, ils se sont peut-être dit, ouais, ça va faire too much. C'est clair. Donc on va arrêter de se faire des billets comme ça. Ouais. Voilà, c'est terminé pour ce 18+. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission avec la critique de Call of Duty Ghost et également d'autres surprises. On devrait commencer également très sérieusement à parler des prochaines consoles, quoi. Ah ouais, donc on aura peut-être des critiques, je sais pas, sur Xbox One, des choses comme ça. Pour l'instant, clairement, notre visibilité là-dessus est assez limitée parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on reçoit les consoles, quand est-ce qu'on va pouvoir tester les jeux réellement. Et une nouvelle fois, on prendra le temps pour le faire correctement. Donc si on reçoit le jeu et la console 2 jours avant la diffusion de l'émission, il est hors de question de passer une critique. On attendra 15 jours supplémentaires, même si on aura du coup un décalage. Mais je pense que la plupart d'entre vous, comme nous, ne vont pas se jeter sur les consoles, sur les PS4 et les Xbox One, puisque les line-up sont pas forcément les plus attractifs du monde. D'une, et de deux, vous savez maintenant, vous avez l'expérience, les premières générations de consoles, c'est du Ring of Death, c'est du Yellow... On verra, on espère qu'on va échapper à ça, mais en effet, il y a toujours ce risque très important. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans 15 jours. Salut tout le monde.